Et nous recevons la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonsoir Amélie Oudéa-Castéra. Bonsoir. Alors vous avez participé ce matin à l'Élysée à un conseil olympique avec le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, la présidente de région Île-de-France, entre autres. C'était un gros casting. Et on est à moins de 2 ans des Jeux maintenant. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ce conseil ? C'était une réunion où je pense que chacun des acteurs était heureux d'être là, était heureux d'être ensemble, en équipe. Un moment important pour faire le point sur les bonnes avancées récentes, sur un certain nombre de chapitres, aussi partager ensemble nos points de vigilance et surtout se dire au fond qu'on a aujourd'hui la conviction qu'on peut et qu'on va tenir nos engagements sur ces Jeux. Engagement de sobriété budgétaire, on sait que c'est un enjeu qui est clé pour l'acceptabilité sociale de ces Jeux. Engagement écologique, des Jeux aussi paritaires avec le même nombre d'athlètes hommes et femmes sur les Jeux Olympiques. La volonté de léguer aussi un héritage qui soit utile pour l'ensemble des Français. Des discussions franches, constructives, engagées, avec des étapes importantes, notamment au cours du mois d'octobre, qui sera vraiment un mois de décision sur un certain nombre de chantiers, dont les cérémonies d'ouverture et nos enjeux notamment de transport et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui ont été parmi les points les plus importants et les plus commentés pendant ce meeting. Alors on va parler de tout ça. Une des questions essentielles, vous venez d'en parler, c'est le budget, puisque l'inflation liée à la crise énergétique a des répercussions sur le budget des Jeux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces Jeux, ils vont coûter plus cher que prévu ? Il y a des vents contraires liés à l'inflation. Aujourd'hui, c'est ce surcoût d'inflation, il est évalué pour la Solideo. C'est l'établissement qui construit les ouvrages olympiques et paralympiques. Il est estimé à 150 millions d'euros. Du côté du comité d'organisation, pour l'ensemble des marchés, la logistique, les services aux Jeux, le travail est en train d'être fait et il sera analysé jusqu'en décembre, ce qui permettra de comprendre les économies, les arbitrages que nous devrons faire pour compenser ces vents contraires. Le budget avait été bâti sur une hypothèse d'inflation à 1,4%. Quand on sait qu'elle est autour de 6 aujourd'hui, il y a forcément des compensations à opérer. Aussi la nécessité d'aller chercher des recettes supplémentaires sur du merchandising, de nouveaux partenariats, parce que c'est cet équilibre dépenses-recettes qui, in fine, fait la qualité de ce budget. Oui, c'était ça que je voulais vous demander. C'est vrai que c'est une question toute simple. Ça fait environ 10%, on va dire, de surplus. C'est 1,5 milliard, je crois, les Jeux Olympiques. En gros, 150 millions de plus. Question que tout le monde se pose, qui va payer la facture ? Écoutez, aujourd'hui, l'État s'est engagé à payer les 2/3 à peu près de cette facture, ce qui est un élément important. La discussion se poursuit de manière constructive avec les différentes parties prenantes pour la prise en charge par chacune des collectivités de la quote-part de cette inflation. On a des solutions devant nous. On a une conscience que cette sobriété budgétaire, elle n'est pas négociable, qu'il faut être absolument au rendez-vous des engagements qu'on a pris, et c'était l'engagement et l'état d'esprit de chacun autour de la table. Quand vous dites que l'État va prendre en charge 2/3 de ce budget supplémentaire, ça veut dire des impôts en plus ? Ça veut dire qu'on doit, par ailleurs, trouver dans le projet des économies possibles ou aller chercher des recettes supplémentaires. On l'a toujours dit, le président de la République, la première ministre ont été très clairs. Les Jeux financent les Jeux, donc il n'est pas du tout question de créer un nouvel impôt JO. D'accord, bon, ça au moins c'est clair. Voilà. Alors il y a quelque chose peut-être d'un peu plus anecdotique, mais en fait ça ne l'est pas. C'est cette notion de baignabilité qu'on apprend. C'est un mot qu'on ne connaissait pas dans la Seine. Alors évidemment c'est un serpent de mer, Jacques Chirac il y a 30 ans en parlait déjà. C'est l'un des buts de cette candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse se baigner dans la Seine. Alors vous allez nous dire que ça va être possible, et c'est ce qu'on espère tous, mais aujourd'hui on traverse la Seine tous les jours, aller et retour ici, on est juste à côté, on a du mal à y croire. Et pourtant, non, c'est une vision, cette baignabilité, que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a portée très tôt. Les services de l'État ont été extraordinairement engagés pour faire de cette vision une réalité prochaine, avec l'ensemble des départements concernés. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est complètement dans les temps de passage pour procéder au niveau d'assainissement, de dépollution, qui nous permettra de tenir les épreuves prévues pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y aura l'épreuve sur l'eau du triathlon, il y aura la natation marathon, il y aura le paratriathlon, et puis après les Jeux, un calendrier précis pour s'inscrire dans cette logique de baignabilité qui doit bénéficier aux Parisiens, aux Franciliens et puis aux
aux Français plus largement. Qui fait les efforts, en fait, pour que la Seine soit moins polluée au fil des mois, au fil des années? Il y a un très gros travail d'ingénierie, de mobilisation de l'ensemble des services et puis des établissements publics territoriaux, à la fois avec des ouvrages d'assainissement, des usines d'assainissement à bâtir, mais aussi tout un travail pour limiter le déversement dans la Seine et dans la Marne des eaux usées. Donc, ce qui suppose un travail sur les raccordements, sur les mauvais branchements. Et c'est un travail assez prodigieux quand on s'y plonge. C'est très, très intéressant à voir. Et ça fait partie de l'héritage environnemental qu'auront les Jeux Olympiques et Paralympiques. Exactement. Donc, vous savez que dans cet héritage, il y a d'abord un héritage sportif, arriver à booster la pratique sportive des Français dans un contexte marqué par la sédentarité, la prégnance des écrans. Un héritage matériel avec toutes les constructions, notamment en Seine-Saint-Denis, nos 3000, 4000 logements, dont 40% de logements sociaux, des opérations d'aménagement importants, et puis comme ça, de grandes transformations dans la qualité de vie qui seront marquantes et qui lègueront quelque chose de profondément, utile et inédit pour notre pays. C'est ça qu'on veut absolument réussir tous ensemble. Alors, autre enjeu, Madame la Ministre, de cette réunion d'aujourd'hui et des Jeux en général, c'est la sécurité, évidemment. On se souvient tous, c'était vos premiers jours à la tête de ce ministère, la finale de la Ligue des Champions, qui a laissé, hélas, de mauvais souvenirs. D'ailleurs, 2 supporters de Liverpool, vous avez dû le voir, se sont suicidés hier. Alors, on ne sait pas si c'était en lien direct ou pas, mais bon, le fait est que ça ne fait rien, on va dire, pour arranger le souvenir qu'on garde de cet événement. Et sera-t-on prêt? Est-on prêt d'ores et déjà, ou sera-t-on prêt dans 2 ans à accueillir à la fois la cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine qui s'annonce formidable, mais un défi incroyable aussi en termes de sécurité, les compétitions évidemment au Stade de France avec les problèmes d'accès, et puis un petit peu partout dans Paris et sur les sites? On sera prêt, on sera au rendez-vous. Il y a une mobilisation qui est gigantesque de l'ensemble du ministère de l'Intérieur sous le leadership de Gérald Darmanin. Le ministre de Sur la l'Intérieur. sécurité, il y a maintenant une clarté des rôles et des responsabilités depuis la fin du mois de juillet qui nous permet d'avancer vite sur le concept, sur sa sécurisation. Il y aura des enjeux de gestion des flux qui vont nous imposer de prendre un certain nombre de décisions qui sont à l'instruction aujourd'hui, qui déboucheront sur des prises de position très claires, très tranchées au mois d'octobre. On sera à son niveau. C'est pas négociable. L'organisation irréprochable, c'est la sécurité, c'est les transports, c'est l'engagement écologique, c'est l'engagement budgétaire et c'est l'engagement sur le plan logistique de délivrer une expérience qui sera bonne, qui sera belle pour les accrédités, pour les athlètes, pour les spectateurs et aussi même pour les téléspectateurs. Est-ce que ce qui s'est passé au Stade de France vous a amené à changer un peu de réflexion, enfin en tout cas de réfléchir différemment à ce problème de la sécurité? Est-ce que vous vous êtes dit, bon alors là, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas à une échelle plus grande évidemment avec cette cérémonie d'ouverture en plein Paris? Mais je le disais, cet enjeu de gestion des flux est vraiment l'une des grandes leçons qu'on a retenues. La nécessité d'avoir une expérience de bout en bout dans laquelle on dirige les personnes. Si jamais il y a la nécessité d'expliquer au sortir de tel ou tel mode de transport comment on rejoint le site, tout ça, c'est les points qui sont extraordinairement importants. De la même façon qu'on s'inscrit avec Gérald Darmanin dans une démarche complètement conjointe et partenariale pour bien travailler sur toutes les dimensions de l'expérience pour nos spectateurs et sécuriser cet aspect-là. Vous parliez tout à l'heure de l'accessibilité, les transports pour les personnes à mobilité réduite pendant les Jeux. Il y a des gros efforts qui vont être faits. Est-ce que tout sera prêt? Comment ça va se passer? C'est un des enjeux qui a été beaucoup évoqué ce matin. Sur des grandes dessertes comme celle de la ligne 14, on sera au rendez-vous, mais on aura aussi besoin de mettre en place des modalités de transport dédiées, un certain nombre de navettes, aussi des taxis accessibles, d'avoir suffisamment de parking autour des sites de compétition et vraiment dans une logique de gestion du dernier kilomètre, de l'expérience vraiment de bout en bout. On travaille aussi sur les abords entre les gares et les sites pour que les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, mais pas que, aussi les personnes qui ont de très jeunes enfants ou les personnes qui sont un petit peu âgées puissent accéder aussi dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment un devoir que nous avons et que nous voulons honorer.
Encore peut-être une question à Amélie ou Déa Castera sur ces Jeux, avant de passer peut-être un petit peu aux questions d'actualité pure. Ce matin, on a vu, hélas, les basketteuses françaises se faire éliminer en quart de finale du championnat du monde. C'est un sport dans lequel on a de bonnes chances de médailles, chez les femmes comme chez les hommes, mais au moment où on se parle, sauf si vous nous détrompez, on ne sait pas où auront lieu les épreuves de basket avant la finale à Bercy. Où en est-on? Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver une solution? On a quand même une idée très avancée, que ça puisse en première semaine se dérouler au Stade Mauroy à Lille. Il y a encore, vous avez raison, de derniers ajustements qui doivent être faits avec la FIBA, la Fédération internationale de basket, et le CIO, mais ce sont des discussions qui avancent bien, dans un bon état d'esprit. Et ensuite, la deuxième partie à l'Accor Arena à Paris. Donc Lille, vous êtes optimiste pour que le début du tournoi en tout cas, se déroule à Lille au stade Pierre-Mauroy? Je le suis. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Exactement. Alors, avant ces Jeux Olympiques et Paralympiques dans 2 ans, il y a dans 2 mois là, une Coupe du Monde qui se passe au Qatar. Hier, l'équipementier des Danois a montré les maillots de l'équipe et le nom de l'équipementier n'apparaît pas. C'est une protestation contre le mondial au Qatar, contre les problèmes des droits de l'homme, les problèmes environnementaux. Que doit faire l'équipe de France? Est-ce qu'un brassard, ça suffit? Est-ce qu'on doit montrer autre chose? J'ai trouvé que c'était un bon engagement, le port par Raphaël Varane puis par Griezmann dimanche soir de ce brassard One Love pour exprimer une protestation contre toutes les formes de discrimination, droits LGBT, droits humains, racisme, tout ça. Je pense que c'est une bonne initiative. Chacun trouve la sienne, règle un certain nombre de choses. J'ai été aussi contente de voir que la Fédération française de foot avait pris un certain nombre d'engagements sur le suivi des conditions de travail, du respect des droits sociaux pour son camp de base, la réflexion aussi sur la création d'un centre d'accueil pour les travailleurs migrants, également la poursuite des échanges avec la FIFA, d'autres fédérations sur la compensation pour un certain nombre de travailleurs migrants. Je trouve que ces initiatives vont dans le bon sens. En tant que membre du gouvernement français, ça fait une vingtaine d'années environ que la France a des relations quand même assez étroites avec le Qatar, diplomatiques, financières, économiques, évidemment, avec le Paris Saint-Germain et beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous êtes contente d'aller au Qatar? Est-ce que vous êtes contente que la France aille disputer cette Coupe du Monde au Qatar, ou est-ce qu'il n'y a pas une petite gêne par rapport à tout ce qui est en train de monter? J'essaie de ne pas poser la question en ces termes. Je pense que cette décision d'inscrire la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise il y a 12 ans, dans un contexte qui était différent à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pèserait les critères de la même façon? Probablement pas. Maintenant, il y a cette compétition, elle arrive dans 2 mois. Beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs se sont préparés intensément pour la réussir. Et moi, je crois en l'action diplomatique. Je crois en l'action diplomatique dans un cadre bilatéral. La France a toujours dit au Qatar ce qu'elle pensait sur la situation des droits humains, la nécessité de les faire progresser. Je crois aussi à l'action diplomatique dans un cadre multilatéral, notamment en matière d'écologie. Ce qui se passe à la COP27 à Sharm el-Sheikh, c'est aussi une façon de continuer à encourager le Qatar à réduire ses émissions. Et tout ça est extraordinairement important. Moi, vous savez, je pense sur ces sujets-là, on dit beaucoup de choses. Il faut, et je trouve que les paroles d'Amnesty en ce sens étaient justes, il faut qu'on se serve maintenant de cet événement au Qatar pour faire levier et continuer de faire progresser la situation. Quand on voit les premiers progrès qui ont été faits dans les législations 2018-2020 sur la situation des travailleurs au Qatar, c'est encourageant. Il faut que ces progrès, ils se poursuivent, il faut que les engagements soient tenus dans la durée, et c'est extraordinairement important d'y veiller, de la même manière qu'en matière écologique, quand on nous annonce une neutralité carbone, des investissements sans précédent dans les énergies renouvelables, il faut voir, faire levier et peser pour que tout ça continue d'avancer. Moi, je le note, il y a eu plusieurs progrès sur les droits humains, et voilà, maintenant, ça n'est pas suffisant, c'est très clair. Donc il ne faut pas boycotter, c'est pas la bonne solution. Moi, je crois en l'action diplomatique. Est-ce que les footballeurs ont le droit de s'exprimer sur la situation au Qatar, ou est-ce qu'il faut qu'ils tapent dans un ballon? C'est vos paroles d'il y a quelques jours qui ont été commentées par certains footballeurs qui disaient « mais enfin, on est trop bêtes pour pouvoir s'exprimer ». Vraiment, vous savez, ces propos ont été mal interprétés par certains.
On m'a tantôt fait dire qu'ils n'auraient pas, nos joueurs de foot, les qualités pour s'exprimer ou la légitimité, selon les cas. Or, ce n'est absolument pas les propos que j'ai tenus. Les propos et l'unique message que j'ai voulu faire passer, c'est qu'il faut notre équipe de France, qu'on la préserve. On est dans un contexte où cette Coupe du Monde au Qatar, elle soulève un certain nombre de débats et de polémiques. On est aussi dans un moment, ça n'a échappé à personne, où le foot français, du fait d'affaires individuelles, d'affaires liées à la fédération, de dysfonctionnement dans le traitement d'un certain nombre de sujets sociétaux capitaux hyper importants comme les violences sexuelles, sexistes, la lutte contre ces violences et leur prévention, tout ça crée pas mal de turbulences. Nos footballeurs aujourd'hui, ils sont face à un défi qui, sur le plan sportif, est colossal, qui va leur demander énormément d'influx, qui est un défi, un challenge énorme, technique, sportif, mental, humain, très important. Mon message, c'est de dire qu'il faut les préserver. Maintenant, pour répondre à votre question, évidemment, moi je dis qu'il faille qu'ils soient bien informés sur la situation du Qatar, qu'il faille qu'ils puissent échanger avec des acteurs qui connaissent bien cette situation sur le plan social, écologique, politique. Je suis la première à le demander. J'ai demandé à la Fédération française de foot, quand j'ai vu Philippe Diallo, son vice-président, j'ai demandé qu'il puisse être mis dans cette situation. Quand certains s'expriment sur la situation au Qatar, non seulement je trouve que c'est leur liberté, mais je trouve que c'est même important. Quand ils prennent des initiatives du type du brassard One Love, de mon point de vue, c'est à saluer, et je l'ai fait. Je trouve que c'est très sain et ça va dans le bon sens, complètement. Maintenant, quand on se met à juger, jauger, comparer, évaluer les équipes, commencer à dire qu'on va soutenir l'un parce qu'il est plus engagé, là, je pense qu'on tombe dans quelque chose qui n'est pas le bon débat et qu'on met à nos sportifs une pression qu'il n'est ni de leur métier, ni de leur responsabilité d'assumer. Maintenant, moi, mon message, il est très très clair. Vous savez, mon respect, il est immense pour nos joueurs de foot, pour nos sportifs, pour nos athlètes. Leur qualité, leurs compétences, tout ce qu'ils peuvent apporter à la société, je me bats depuis longtemps pour que tout ça soit mieux reconnu dans notre société. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra d'être venue vous exprimer dans Europe 1 Sport. Vous êtes ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, va prendre votre place dans quelques instants. Je crois que vous vous connaissez bien. Ils se sont même un petit peu parlé pendant quelques minutes. Exactement. Merci Madame la Ministre. À bientôt. Merci à vous.